Les astronomes ont identifié quelque chose d'inédit chez un visiteur interstellaire, de la vapeur de nickel pur, sans aucune trace de fer. Loeb, de Harvard, a souligné que ce type de séparation est courant dans les procédés industriels, mais pas dans les phénomènes naturels connus. Des études évaluées par des pairs ont qualifié cette découverte d'extrêmement intrigante, relançant le débat. 3I Atlas est-il simplement une comète atypique ou quelque chose de bien plus étrange? En utilisant l'instrument UVS de Very. À l'aide du grand télescope, des chercheurs ont analysé les raies spectrales d'un objet situé à 3,88 unités astronomiques du Soleil. Les données ont révélé de multiples raies compatibles avec le nickel atomique neutre, NiI, toutes supérieures au niveau de bruit, tandis que le fer, normalement indissociable du nickel dans les comètes, était totalement absent. Ce résultat a été confirmé après des procédures rigoureuses d'étalonnage, de soustraction du bruit de fond et de vérification croisée avec des bases de données atomiques standards. Depuis des décennies d'observation, le fer et le nickel apparaissent toujours ensemble dans les comètes, y compris la comète interstellaire 2I Borisov. Dans l'Atlas 3I, seul le nickel a laissé sa signature. La conclusion est claire et difficilement contestable. La coma contenait de la vapeur de nickel détectable, mais pas de fer. Comment la nature a-t-elle pu produire cette séparation? Le mystère demeure. Pour l'instant, le constat est sans équivoque et profondément troublant. L'équipe de l'Observatoire européen austral a qualifié cette découverte d'extrêmement intrigante. Dans toutes les comètes étudiées à ce jour, le nickel et le fer apparaissent ensemble, jamais l'un sans l'autre. Or, dans l'atlas de la comète 3I, seul le nickel a été détecté. Et cela s'est produit à une distance du Soleil où aucun des deux éléments n'aurait dû se vaporiser. Les auteurs ont souligné les propriétés extrêmes de l'objet, employant un langage rarement utilisé dans la littérature scientifique formelle, réservé au cas où les données défient véritablement les attentes. Les examinateurs ont cherché à identifier les sources d'erreurs possibles, artefacts instrumentaux, raies mal identifiées, contamination. L'équipe a effectué des vérifications croisées avec toutes les bases de données atomiques disponibles, NIST, Kuruc et Wald, et les raies du nickel sont restées cohérentes. Aucune raie de fer neutre n'a été détectée, même au niveau du bruit de fond. À titre de comparaison, les mêmes instruments et techniques de réduction avaient facilement permis de détecter les deux éléments lors des travaux précédents de l'équipe sur l'isotope 2I Borisov. Cette fois-ci, le fer était tout simplement absent. Avi Loeb, à la lecture de la prépublication, a mis en lumière un point qui inquiétait même les planétologues les plus expérimentés. Sur Terre, écrivait-il, le nickel pur, sans fer, n'est connu que dans les alliages industriels. Dans la nature, ces métaux sont forgés ensemble au sein d'étoiles anciennes, piégés dans des minéraux qui résistent à la séparation. Loeb n'affirmait pas détenir la preuve de cette technologie, mais il soulevait une nouvelle question. Quel processus naturel pourrait produire une telle signature? L'article n'apportait pas de réponse claire. L'énigme était lancée et le débat ne faisait que commencer. À 3,88 unités astronomiques du Soleil, la coma de l'Atlas 3I ne présentait que de la vapeur de nickel. Le fer restait invisible. Cette libération sélective a conduit les chimistes et les astrophysiciens à rechercher un mécanisme compatible avec les lois de la chimie et de la physique. La réponse proposée est le nickel carbonyle. En milieu industriel, le passage du monoxyde de carbone sur du nickel finement divisé à température modérée produit du nickel carbonyle de formule chimique NiCO4. Ce composé est si volatile qu'il peut se vaporiser à des températures où la glace d'eau reste complètement solide. Sous l'effet de la lumière solaire ou des rayons ultraviolets, le nickel carbonyle se décompose et libère du nickel atomique dans le gaz environnant. L'équipe de l'Observatoire européen austral a mis en évidence cette hypothèse. Selon leur analyse, le nickel présent dans la coma pourrait provenir de complexes fragiles de nickel et de monoxyde de carbone, piégés dans la matrice glacée du noyau et libérés lors du réchauffement de la comète. À des distances supérieures à environ 2,64 unités astronomiques, la température de surface est suffisante pour la sublimation du nickel carbonyle.
mais pas pour celle du fer ou de ses composés. Ce seuil explique pourquoi le nickel apparaît en premier. Le fer nécessite davantage de chaleur et n'apparaît que lorsque l'objet se rapproche du Soleil. Des expériences en laboratoire confirment cette volatilité. Le carbonyle de nickel bout à seulement 43 degrés C dans les conditions terrestres, et sous la faible pression spatiale, il est encore plus facilement libéré. Aucun composé de fer comparable ne se comporte de la sorte. La composition chimique de la comète pourrait donc résulter de processus naturels, dans un environnement froid et riche en monoxyde de carbone. Le nickel se serait lié à un transporteur volatile, tandis que le fer aurait été retenu dans des minéraux plus résistants. Ce modèle correspond à la séquence observée. Du nickel seul au début, puis du fer seulement lorsque le rayonnement solaire s'intensifie. Mais même avec une explication plausible, l'anomalie persiste. Aucune comète étudiée jusqu'à présent n'a présenté ce schéma. Le mécanisme pourrait être naturel, mais l'énigme est loin d'être résolue. Bien avant l'annonce officielle, l'Atlas 3I a discrètement traversé le champ de vision des télescopes de balayage qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils voyaient. Zwicky transitoire. L'observatoire Palomar, qui scrutait le ciel en juin 2025, a enregistré un objet faiblement lumineux et en mouvement pendant plusieurs nuits, entre le 14 et le 21 juin, puis à nouveau à la fin du mois. Ces premières détections sont passées inaperçues dans les archives, noyées sous le volume considérable des relevés nocturnes. Il a fallu un travail acharné pour les découvrir. L'astronome amateur Sam Dean, travaillant de chez lui avec pour seuls outils une connexion Internet et un sens aigu de l'observation, a épluché les données publiques de l'Atlas Survey. Il a retracé la faible trace de l'objet encore plus loin dans le temps, identifiant des images prises entre le 5 et le 25 juin. Chaque découverte repoussait la chronologie, remontant le temps de plusieurs semaines avant la découverte officielle de 3i Atlas, le 1er juillet. Ces traces d'archives n'étaient pas de simples curiosités. Elles ont permis aux astronomes de reconstituer la luminosité et l'activité de l'objet bien avant que sa nature interstellaire ne soit établie. Le satellite d'essai, conçu pour la recherche d'exoplanètes, avait déjà capturé les données de la comète brillante et active, située à 6,4 unités astronomiques, en mai. Données de Zwicky. Transitoire Facility et Atlas ont comblé cette lacune, faisant preuve d'une excellence constante et soutenue. Les travaux de Sam Dean, repris par quelques autres amateurs, ont démontré l'important chevauchement entre la science professionnelle et la science citoyenne. Chaque pixel récupéré de ces images initiales a permis d'affiner les calculs de trajectoire et d'établir une base de référence pour la suite. Avant même les énigmes chimiques, avant le débat public, l'information était déjà là, sous nos yeux, attendant qu'on y regarde de plus près. TESS n'a jamais été conçu pour observer les comètes. Sa fonction est d'observer les faibles variations de luminosité des étoiles lorsque des planètes lointaines passent devant leur étoile. Pourtant, en mai 2025, TESS a capturé autre chose, une faible lueur stable se déplaçant dans son champ de vision à 6,4 unités astronomiques du Soleil. C'est bien au-delà de l'orbite de Jupiter. La plupart des comètes y restent inactives, piégées dans la glace. Mais 3i Atlas était déjà active, avec une coma suffisamment brillante pour être détectée par la photométrie de TESS. La courbe de lumière brute montrait une augmentation continue, et non la ligne plate attendue pour un astéroïde errant dans l'obscurité. Les ingénieurs du centre de données ont signalé que le profil de luminosité de l'objet était inhabituel. Ils ont vérifié la présence d'artefacts instrumentaux, d'impacts de rayons cosmiques et d'étoiles d'arrière-plan. Tous les tests se sont révélés concluants. L'activité était bien réelle. Le dégagement de gaz avait commencé loin de la chaleur du système solaire interne. Pour situer le contexte, la glace d'eau ne se sublime qu'à environ 5 unités astronomiques. Les comètes classiques s'animent en franchissant cette limite, leur queue ne se déployant que lorsque la lumière du Soleil est suffisamment intense pour rompre les liaisons moléculaires. Ici, un autre phénomène était à l'œuvre. Les données suggéraient un mélange de glace très volatile, notamment du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone, et peut-être même des composés plus exotiques, capables de se vaporiser à des températures bien plus basses. Ce n'était pas seulement le moment où le phénomène s'est produit qui a attiré l'attention. La constance du signal, nuit après nuit, indiquait un processus plus complexe qu'un simple givre de surface.
La luminosité des jets dépassait tout ce qui avait été observé ces dernières semaines. Des calculs basés sur l'intensité des pixels suggéraient un pic de perte de masse si marqué qu'il défiait toute modélisation simple. À son apogée, l'objet libérait probablement de la matière à un rythme bien supérieur au débit constant, comparable à celui d'une borne d'incendie, observée à 2,9 unités astronomiques du Soleil. Pendant un court laps de temps, l'activité de cet objet a rivalisé avec les éruptions cométaires les plus spectaculaires jamais enregistrées. Aucune institution n'a revendiqué la paternité de cette découverte. Les premières images, horodatées et géolocalisées, sont apparues sur des forums d'astronomie amateurs et ont rapidement été authentifiées par des observateurs situés à l'autre bout du monde. Chaque nouvelle image confirmait l'ampleur du spectacle. Pour les astronomes amateurs, ce fut une confirmation. Tandis que les grands télescopes interrompaient leurs observations, les observateurs amateurs capturaient la physique brute d'un visiteur interstellaire dans son état le plus extrême. Le spectacle était indéniable. Mais à mesure que les jets faiblissaient et que l'objet s'éloignait, un silence nouveau s'installa. Non pas le silence de la nature, mais le silence des réponses absentes. Pendant 43 jours, les canaux officiels sont restés muets. Au moment le plus turbulent du parcours de 3I Atlas, précisément lorsque la comète a émis ses sursauts les plus intenses et est passée au plus près du Soleil, la NASA a cessé toute communication publique. Aucune nouvelle donnée, aucune conférence de presse, aucune confirmation ni infirmation des observations partagées en ligne par les astronomes amateurs. Le vide ne resta pas silencieux. En l'absence d'informations, les spéculations allèrent bon train, venant de toutes parts. Les analystes de l'Université de Washington suivaient l'évolution des chiffres. Leur analyse des réseaux sociaux a révélé plus de 700 000 publications concernant l'Atlas 3I pendant la période de censure. 40% d'entre elles, soit plus de 280 000 publications, faisaient référence aux extraterrestres d'une manière ou d'une autre. Les hashtags, initialement liés à l'astronomie, ont basculé vers les théories du complot, chaque nouvelle image amateur alimentant une vague de rumeurs virales. Sur Reddit, les discussions et les analyses sur YouTube ont disséqué chaque pixel des photos de l'avion, à la recherche de signes de mécanisme ou de conception délibérée. Sur X, des comptes suivis par des dizaines de milliers de personnes publiaient quotidiennement des mises à jour, spéculant sur des indices, des dissimulations ou ce que la NASA leur cachait. Les data scientists, à l'origine du rapport de l'Université de Washington, ne se sont pas contentés de compter les publications. Ils ont cartographié la propagation des rumeurs. Une simple hypothèse pouvait engendrer des centaines de ramifications, chacune ajoutant son lot de conjectures. Les médias traditionnels ont hésité, attendant une prise de position officielle, et les rumeurs ont pris le dessus. Dès la 3e semaine, le nombre de publications sur le thème des extraterrestres dépassait largement toute discussion sur la chimie cométaire ou la mécanique orbitale. Pour beaucoup, le silence des sources officielles est devenu une forme de preuve en soi. Faute de réponse, les hypothèses les plus extrêmes ont germé et proliféré. Le climat était propice à la controverse, dans l'attente d'une quelconque réaction des autorités. 19 novembre 2025. Après 43 jours de silence, la NASA s'est enfin exprimée sur la vague de spéculation entourant l'Atlas 3I. Amit Kshatriya, le porte-parole désigné de l'agence, a transmis le message avec une clarté sans équivoque. Cet objet est une comète. Il ressemble à une comète, se comporte comme tel, et tous les indices le confirment. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pour être franc, cette déclaration était à la fois rassurante et établissait une limite claire. Le moment choisi était délibéré. Pendant des semaines, le silence officiel avait alimenté les rumeurs, théories extraterrestres, accusations de dissimulation, spéculations à tout va. La réponse de la NASA ne consista ni en une présentation technique, ni en la publication de nouvelles données. Il s'agissait d'une réponse directe au débat public, guidée par la nécessité de reprendre la main sur le récit. Kshatriya a souligné que tous les éléments de preuve, de la dynamique orbitale aux signatures chimiques, correspondaient au profil d'une comète naturelle. La position de l'agence était claire. Ces affirmations extraordinaires n'étaient pas étayées par les données. Le communiqué citait des observations en cours des télescopes Hubble,
JWST et terrestres, qui convergeaient toutes vers la même conclusion. Des glaces volatiles, une coma de poussière et des jets alimentés par le rayonnement solaire. Le discours de la NASA était prudent, mais ferme. L'origine interstellaire de l'objet, sa composition chimique inhabituelle et même son activité spectaculaire au périhélie correspondent aux caractéristiques des comètes. Le message adressé au public était clair. La science ne mène que dans une seule direction, et elle ne conduit ni à la technologie ni à l'intention. Pourtant, chez beaucoup, le doute persistait. Cette certitude était-elle justifiée, ou s'agissait-il d'une réponse construite pour rétablir la confiance après des semaines d'incertitude? La parole officielle avait été donnée, mais le débat était loin d'être clos. Brian Cox a décrit l'Atlas 3I comme un objet entièrement naturel, composé de dioxyde de carbone, de glace d'eau et de poussière cosmique. Cette affirmation fait écho au langage prudent que l'on retrouve dans une grande partie de la littérature scientifique dominante. Lorsque des articles scientifiques à comité de lecture abordent les anomalies de l'objet, ils privilégient les explications naturelles, sans recourir à des hypothèses extraordinaires. Jason Wright, l'un des plus éminents chercheurs en exoplanètes, a écrit que les écarts observés correspondent exactement à ce que l'on attendrait d'une comète interstellaire provenant d'un autre système solaire. Dans cette perspective, chaque mesure inhabituelle, nickel sans fer, coma rougissant, rapport dioxyde de carbone, eau, bien supérieur à la normale, trouve sa place dans la grande variabilité de la chimie cosmique. Néanmoins, les notes de bas de page de ces études révèlent des incertitudes. L'équipe du télescope spatial James Webb, confrontée à un rapport de 8:1 entre le dioxyde de carbone et l'eau, a présenté 3 explications possibles. Une formation dans une région riche en monoxyde de carbone, un traitement prolongé par les rayons cosmiques ou un mécanisme encore non identifié. Aucun scénario ne correspond à l'ensemble des données. L'équipe a publié les 3 sans privilégier un seul. L'analyse de Romain a ajouté une complexité supplémentaire. Maggiolo sur la surface de l'objet. Il a découvert que les rayons cosmiques altéraient les 15 à 20 premiers mètres de matière, enfouissant la composition chimique originelle sous des milliards d'années de dommages causés par les radiations. Maggiolo a qualifié cela de changement de paradigme. Cela signifie que ce que les télescopes mesurent aujourd'hui n'est pas un enregistrement direct de l'origine de l'objet, mais une surface transformée par des éons dans l'espace profond. Le consensus est donc prudent. Les astronomes s'accordent à dire que 3I Atlas est interstellaire, très ancien, et le plus grand astéroïde de ce type jamais détecté. Cependant, sa composition chimique, ses proportions et sa surface altérée soulèvent encore des questions. La position dominante repose sur des processus naturels. Pourtant, les articles eux-mêmes montrent à quel point ce visiteur reste inexpliqué. Réponse d'Avi Loeb, confronté à la liste croissante d'anomalies, a formalisé ses doutes. En juillet 2025, il publia un article évalué par des pairs qui allait au-delà de la simple remise en question de l'opinion dominante. Il y présenta une méthode personnelle pour évaluer la probabilité d'une origine non naturelle, l'échelle de Loeb. Il a commencé par attribuer à l'Atlas 3I la note de 4 sur 10. Cette note n'est pas restée inchangée. À mesure que de nouvelles données arrivaient, chaque exception s'ajoutait à la précédente, et à l'automne, il avait relevé la note à 6. Son argumentation reposait à la fois sur des données chiffrées et sur des analyses chimiques. Loeb a calculé que la rencontre avec un objet interstellaire aussi massif devrait se produire moins d'une fois tous les 10 000 ans. Selon lui, les probabilités étaient non seulement faibles, mais infimes. Il a également souligné la trajectoire. D'après ses calculs, la probabilité qu'un objet provenant de l'extérieur du système solaire croise les planètes telluriques sur une trajectoire aussi plate, frôlant quasiment l'écliptique, était de 0,005%. Pour Loeb, il ne s'agissait pas de simple curiosité statistique, mais d'indices, chacun suggérant un élément qui s'écartait du scénario habituel pour les comètes ou les astéroïdes. La réaction fut immédiate. Le mathématicien Héctor Socas Navarro qualifia le calcul de probabilité d'erreur statistique, arguant que calculer les probabilités après avoir observé l'événement passait à côté de l'essentiel.
Dans une galaxie grouillant de milliards d'étoiles et d'innombrables débris, des alignements rares sont inévitables si l'on observe suffisamment longtemps. Pourtant, l'échelle de Loeb a alimenté le débat. Chaque nouvelle anomalie ne faisait qu'approfondir la question. Combien d'exceptions sont de trop avant qu'une coïncidence ne justifie une seconde analyse? 19 décembre 2025. Les chiffres affichés à l'écran sont sans équivoque. 270 millions de kilomètres, la distance minimale à laquelle l'Atlas 3i s'approchera de la Terre. Pour les astronomes, c'est la dernière et la meilleure chance d'obtenir des réponses avant que l'objet ne disparaisse dans l'espace profond. Dalma, en décembre, ont réservé une nouvelle surprise. Les concentrations de méthanol dans la coma sont 4 fois supérieures à celles mesurées dans les comètes typiques. Martin Kordner, l'un des plus éminents astrochimistes de la NASA, a jugé ce résultat improbable, sans la présence d'un réservoir de molécules précurseurs. Le méthanol est un élément essentiel des réactions chimiques à la base de la vie. Cette découverte vient s'ajouter à une longue liste de questions restées sans réponse. L'âge de l'objet est estimé entre 7 et 14 milliards d'années. Son origine, perdue au cours d'un voyage ayant croisé la trajectoire d'au moins 25 étoiles, et sa destination, alors qu'il accélère vers une évasion définitive à plus de 240 000 km par heure. 3 objets interstellaires ont été détectés en moins d'une décennie. Chacun a apporté de nouvelles données et de nouvelles zones d'ombre. Dans le cas de 3i Atlas, la surface a été altérée par les rayons cosmiques jusqu'à une profondeur d'environ 18 mètres. Toute trace de sa composition chimique originelle est donc enfouie, hors de portée des instruments actuels. Nul ne peut déterminer de quel système stellaire provient cet objet. Il est impossible de remonter le temps et d'observer sa formation. L'observation la plus précise a lieu en ce moment, et au-delà, toute trace sera perdue à jamais. Les images finales, les spectres et les données seront archivées. Mais les mystères centraux, sa véritable composition, son origine stellaire et la raison de ces anomalies chimiques, resteront peut-être à jamais irrésolus. Le temps presse, l'objet s'éloigne, laissant derrière lui, dans l'obscurité, preuves et incertitudes. En ce moment même, les télescopes les plus puissants du monde scrutent un messager vieux de 7 milliards d'années. Les réponses demeurent hors de leur portée. Les anomalies validées par les pairs et les déclarations officielles divergent. Cependant, les preuves sont limitées. Après décembre 2025, il sera trop tard. La science se nourrit de questions ouvertes. Que l'Atlas 3i soit une rareté cosmique ou quelque chose de plus important, les questions que nous poserons ensuite détermineront nos découvertes. Que voudriez-vous savoir avant qu'ils ne disparaissent? Des équipes de télescopes ont comparé les données de TESS avec les mesures photométriques au sol de ZTF et d'Atlas. Leurs conclusions concordent. L'objet perdait déjà de la matière très tôt, d'une manière inhabituelle. Cette activation précoce a préparé le terrain pour toutes les anomalies qui allèrent suivre. Si 3i Atlas était déjà instable à 6,4 unités astronomiques du Soleil, que pouvait bien receler sa composition chimique? La question n'était pas seulement de savoir quand l'activité avait commencé, mais aussi ce qui se trouvait exactement à l'intérieur de ce visiteur interstellaire. Moins de 2 semaines après l'annonce officielle, des observatoires du monde entier ont pointé leurs télescopes vers 3i Atlas. Le Centre des planètes mineures a enregistré 122 observations distinctes rien qu'en juillet, avec des données provenant de 31 sites différents. Chaque installation a apporté sa propre contribution. Photométrie depuis le Chili, spectroscopie depuis Hawaï, images depuis l'Afrique du Sud et mesures de série temporelle depuis l'Australie. La coordination fut rapide et efficace. Des alertes circulèrent dans les réseaux professionnels et les forums d'astronomes amateurs, ce qui permit d'accélérer la planification des observations, des télescopes de jardin aux instruments les plus sophistiqués. Le Minor Planet Center, basé à Cambridge, Massachusetts, devint le centre névralgique de ces recherches. Les équipes ont transmis leurs mesures en quasi-temps réel, en utilisant les protocoles MPC pour standardiser les rapports. Chaque nouveau point de données a permis d'affiner l'orbite calculée, réduisant ainsi les incertitudes et précisant la trajectoire de l'objet à travers le système solaire. La première série d'observations
ne servait pas uniquement à suivre un point en mouvement. L'objectif était de saisir le moindre détail avant que l'objet ne devienne inaccessible. Luminosité, couleur, structure de la coma et variations subtiles de son activité. Le grand nombre d'observations, 122 provenant de 31 observatoires, témoignent de bien plus qu'une simple curiosité. Elles représentaient une communauté mobilisée à une vitesse fulgurante, consciente qu'un visiteur interstellaire de cette ampleur pourrait ne pas réapparaître avant des siècles. Chaque mesure venait enrichir la base de données grandissante. À mesure que les chiffres s'accumulaient, les anomalies se multipliaient, elles aussi. Plus les astronomes observèrent de près, plus les exceptions se multipliaient. Le terrain était propice à un débat qui allait attirer des experts de toutes les branches des sciences planétaires. Dennis Bodewitz, de l'Université d'Auburn, décida de répondre à une question simple. Quelle quantité de matière cet objet perdait-il réellement en s'approchant du Soleil? Les chiffres obtenus étaient exceptionnels. À 2,9 unités astronomiques, 3I Atlas libérait de l'eau à un débit de 40 kg par seconde, comparable à celui d'une borne d'incendie à plein débit, mais dans le vide spatial, et à une distance où la plupart des comètes restent gelées. Les estimations de masse photométrique, recueillies par des dizaines d'observatoires, suggéraient une masse bien supérieure à tout ce qui avait été observé jusqu'alors chez les visiteurs interstellaires. Loeb a calculé que 3I Atlas était environ 1000 fois plus massif qu'Oumuamua, le premier objet de ce type détecté en 2017. La différence est loin d'être négligeable. C'est comme comparer un autobus urbain à un cargo chargé à bloc. Les modèles standards prévoient que des corps de cette taille devraient pénétrer dans notre système solaire moins d'une fois tous les 10 000 ans. Pourtant, il était là, brillant, actif et libérant de l'eau à un rythme qui a surpris même les chercheurs de comètes les plus aguerris. Et cette activité n'était pas un simple feu de paille. Les observations réalisées de juillet à septembre ont montré un flux persistant et stable. La luminosité de la coma accompagnait la perte d'eau, confirmant que l'objet lui-même alimentait un dégagement continu. Il ne s'agissait pas d'une simple boule de neige poussiéreuse frottée contre la chaleur du soleil. Il s'agissait d'un corps massif, contenant suffisamment de matière volatile pour alimenter des jets importants pendant des mois. Bodewitz et ses collègues ont suivi la signature de la vapeur d'eau grâce à des mesures en lumière ultraviolette et visible, recoupées avec des données provenant de télescopes terrestres et d'observatoires spatiaux. Chaque ensemble de données a confirmé la même conclusion. L'Atlas 3I a opéré à une échelle qui a défié les attentes concernant les objets interstellaires. Sa grande taille et son flux de matière soutenu ont forcé les astronomes à reconsidérer les types de corps pouvant être éjectés d'autres systèmes stellaires et la rareté réelle de ces rencontres. Puis sont arrivées les données du télescope spatial James Webb. Les résultats infrarouges ont captivé l'ensemble de la communauté des planétologues. Les spectres ont révélé une concentration de dioxyde de carbone 8 fois supérieure à celle de l'eau, un rapport presque inédit dans la chimie cométaire. La plupart des comètes de notre système solaire atteignent à peine l'équilibre entre le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. L'eau était présente, mais le dioxyde de carbone dominait, ce qui suggère une composition formée dans des conditions beaucoup plus froides ou plus extrêmes que tout précédent local. Les chercheurs de Webb ont débattu de la cause. Certains évoquaient une formation dans un environnement riche en dioxyde de carbone, d'autres, un processus induit par les rayons cosmiques sur des milliards d'années, et quelques-uns se demandaient si un phénomène encore plus étrange n'était pas en jeu. Aucune explication ne correspondait parfaitement aux données. L'équipe a publié 3 scénarios possibles, aucun n'étant définitif. L'anomalie persistait. La coma de l'Atlas 3I était, d'un point de vue chimique, hors échelle. L'évolution de la couleur ajoutait une nouvelle dimension au mystère. Tout au long du mois de juillet 2025, les observations photométriques au sol et dans l'espace ont enregistré une évolution constante. La coma, initialement pâle, est devenue plus rouge nuit après nuit. Il ne s'agissait pas du vieillissement progressif observé chez la plupart des comètes, dû à la diffusion de la lumière solaire par les grains de poussière. Le changement fut brutal, mesurable et constant d'un observatoire à l'autre. Les spectroscopistes ont interprété cette tendance comme un signe d'altération de la surface, possiblement dû aux rayons cosmiques exposant des matériaux plus profonds et transformés,
ou à une libération massive de composés organiques complexes lors du réchauffement de l'objet. Les données ont permis d'exclure toute erreur instrumentale. Chaque séquence a confirmé le décalage vers le rouge. La polarimétrie du Very le Grand Télescope a réservé une autre surprise. La lumière diffusée par la coma présentait une polarisation négative exceptionnellement élevée, ce qui signifie que les grains de poussière polarisaient la lumière d'une manière rarement observée en dehors des régions glacées et lointaines du système solaire. Ces valeurs correspondaient aux propriétés des objets transneptuniens, des corps orbitant bien au-delà de Neptune. Pour un visiteur interstellaire, il s'agissait d'une signature rare. L'équipe du télescope Webb, déjà aux prises avec l'anomalie du dioxyde de carbone, était désormais confrontée à une signature de poussière indiquant une origine dans les régions les plus froides et les plus obscures d'un système planétaire, voire au-delà. Chaque mesure, prise isolément, pouvait s'expliquer. Ensemble, elles formaient un schéma que la chimie conventionnelle peinait à rendre. La liste des exceptions s'allongea et, au-delà de cette chimie anormale, la trajectoire même de 3i Atlas souleva de nouvelles questions. La modélisation orbitale révéla un visiteur interstellaire dont l'inclinaison par rapport à l'écliptique n'était que de 5 degrés, une trajectoire étonnamment plate, rare pour les objets provenant de l'extérieur du système solaire. Cette géométrie permit des approches relativement proches de Vénus, Mars et Jupiter, un phénomène inhabituel comparé aux autres objets interstellaires qui traversent généralement le plan solaire selon des angles aigus. Avi Loeb et ses collègues ont estimé que la probabilité qu'un objet interstellaire présente une inclinaison aussi faible serait d'environ 0,005%, soit une chance sur 20 000. Pour eux, cela venait s'ajouter à la liste croissante d'anomalies. Des critiques, comme le mathématicien Héctor Socas Navarro, ont contesté cet argument, affirmant que calculer les probabilités a posteriori ne prouve rien d'anormal, car des alignements rares sont inévitables dans un univers aussi vaste. Néanmoins, la géométrie a attiré notre attention. Combinée aux autres exceptions, la question n'était plus de savoir si un élément isolé était étrange, mais combien d'anomalies pouvaient coexister avant que la coïncidence ne commence à ressembler à un motif. Au périhélie, le 29 octobre 2025, l'énigme s'est intensifiée. 3i Atlas a révélé 7 jets violents émergeant de son noyau, formant des arcs instables et des panaches de gaz et de poussière. Le plus important d'entre eux atteignait environ 3 millions de kilomètres de long, soit près de 8 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Il ne s'agissait pas de simples traînées, mais d'éruptions intenses et changeantes, visibles même sur des images à basse résolution, transformant un noyau ponctuel en une structure vaste, dynamique et inquiétante.